Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Donc le chapitre Oui, ça marche. voilà, très bien. Donc on va continuer, on va commencer. Donc le potentiel membranaire, donc vous savez que la membrane plasmique, c'est une bicouche lipidique, c'est vrai, elle permet donc le passage de molécules dans les deux sens. On y trouve des récepteurs, on y trouve des transporteurs, des canaux ioniques, mais également, donc cette membrane, elle joue un rôle important, donc elle a un rôle électrique, donc elle est chargée. Donc on va voir quel est ce rôle. Donc en fait, la charge dans la membrane plasmique, toutes les cellules vivantes, donc généralement on met un plus à l'extérieur et un moins à l'intérieur. Tout simplement parce que il y a une différence de potentiel membranaire entre les deux milieux, donc de part et d'autre de la membrane plasmique. Et qu'est-ce que ça veut dire moins et plus? Tout simplement, il y a un excès de charge positive à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un petit excès, parce qu'une différence de potentiel qui est très faible. Donc, il y a un petit excès de charge positive à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Voilà. Donc, le fait que la membrane elle est dotée de ce potentiel, de cette DDP, la différence de potentiel membranaire, donc, mais cette différence de potentiel membranaire qu'on appelle aussi le potentiel de repos existe dans toutes les cellules vivantes. Et que cette DDP, elle a une valeur qui est à peu près, bon, ça dépend des cellules. Par exemple, dans certaines cellules, on la trouve à peu près à moins 70 millivolts. Donc, si on la mesure avec un voltmètre ou un oscilloscope, donc il faut savoir que ce n'est pas toutes les cellules vivantes qui développent un potentiel d'action. Le potentiel membranaire de repos existe dans toutes les cellules vivantes. Si une cellule meurt, son potentiel, sa DDP est égal à 0. Donc, si elle est vivante, cette DDP ne peut pas être égale à 0, donc elle porte une valeur négative. Le potentiel d'action, en fait, c'est une particularité de membrane de certaines cellules unies. On appelle les cellules excitables. Donc, vous avez des cellules musculaires, donc les muscles striés, les muscles lisses, etc. Et vous avez des cellules nerveuses, mais également certaines cellules endocrines. Voilà. Donc, et que ce potentiel d'action que développent ces cellules, on peut profiter de cette particularité et donc le mesurer, et ça nous donne donc un aperçu sur l'activité de ces cellules, et bien sûr c'est important pour le diagnostic de beaucoup de maladies. Donc voilà, donc l'étude de l'excitabilité de ces cellules vivantes, on appelle donc l'électrophysiologie. Donc la définition, étude de l'activité bio-ionique des tissus vivants excitables, nerfs et muscles en particulier. Donc, et bien sûr, l'électrophysiologie, donc c'est la détection de cette activité électrique de la membrane, donc le potentiel d'action. Et donc, généralement, donc, on peut ici, par exemple, regardez bien, on peut détecter l'activité du système nerveux périphérique, des organes de sens, par exemple donc la vision, l'olfaction, etc. Là où il se trouve, où il y a des récepteurs, d'accord. Donc vous avez des muscles, en particulier du cœur, mais même les muscles squelettiques, les cellules endocrines, les cellules pancréatiques, bêta, voilà. Donc, méthode d'enregistrement. Quelle est la technique la plus courante d'électrophysiologie? Donc ici, on vous a donné juste quelques enregistrements les plus courants. Donc, on a par exemple l'électrocardiogramme.
électrocardiogramme, donc un enregistrement de l'activité cardiaque. Alors, comme vous le voyez, c'est grâce à l'activité électrique des cellules nodales et des cellules musculaires contractiles du cœur qu'on a pu enregistrer l'activité cardiaque. Donc, et ça, c'est très très important dans le diagnostic, par exemple, de beaucoup de pathologies cardiaques. Donc ici, par exemple, regardez le schéma, et ici la figure ça c'est un ECG, un électrocardiogramme normal, et ici c'est un ECG qui est anormal, donc on voit qu'il y a des anomalies. Donc ici on peut détecter, donc on peut directement voir une anomalie, par exemple, beaucoup d'anomalies, par exemple on peut des arythmies, absence de contraction auriculaire, des hypertrophies ventriculaires gauche ou droite. Donc on peut voir ça, tout ça sur un ECG. Également, vous avez également l'enregistrement de cette activité électrique, de ce potentiel d'action des membranes, donc des cellules nerveuses, donc l'électroencéphalogramme. Alors regardez bien un électroencéphalogramme. Donc par exemple, il peut nous renseigner beaucoup sur l'activité cérébrale, des anomalies également, etc. Vous avez aussi alors ici monitoring utérin. Donc ici c'est l'activité de contraction de l'utérus, par exemple, lors de l'accouchement. Donc on utilise